On est 30 millions d'habitants à peu près, si on enlève nos amis voisins qui sont accueillis au Cameroun. 30 millions d'habitants prenons 600 architectes, tant qu'on n'a pas encore ajouté ce qui arrive. 600 architectes inscrits à l'ordre des architectes, puisque la loi dit que c'est quand on est inscrit à l'ordre qu'on exerce la profession. Donc prenons la moyenne de 600. Ça nous fait un architecte pour 50 000 habitants. Un architecte aujourd'hui, sur les 600, on revise la statistique pour voir qu'on est un architecte pour 50 000 habitants. À ce concours, j'avais fait venir le symbole du serpent à double tête du monde des Bamouns. J'ai été un des premiers à faire l'épure du serpent à double tête pour proposer que l'on puisse partir de l'avenue Kennedy à la place appelée Artisanat, vu que les décors même des restaurants, les décors des petites surfaces chez le barbier, tout le monde améliore son décor. Toute personne qui va proposer une architecture d'intérieur maintenant et qui reste dans les schémas anciens. Hi everyone, welcome to the Sustainable Horizon podcast. Welcome to Architecture. Aujourd'hui, nous sommes avec le très célèbre, mais très discret, notre aîné, le super, comme diraient les architectes de l'EAMO, M. Mpolon. Je vais le laisser, comme de coutume, dans ce podcast, se présenter pour ceux qui ne savent pas qui il est, ou pour ceux qui pensent savoir, mais qui n'ont pas la profondeur des choses. Bienvenue, M. Mpolon. Merci. Me présenter, c'est un bel exercice. Hein. Je suis effectivement M. Paul Bilon Dieudonné, architecte numéro 130 de l'Ordre national des architectes du Cameroun. J'ai enseigné un peu à l'EAMO, où je suis toujours professeur, mais à temps partiel. Je suis commandeur de l'Ordre national de la valeur pour avoir réalisé un certain nombre de projets porteurs pour lesquels le Cameroun, dont je veux dire la nation, a été reconnaissante. Je citerai ces projets pendant notre conversation, mais pour la présentation, je me limiterai au seul fait d'avoir, en dehors du cabinet CEBA dont je suis le directeur général, créé un concept de galarchie KBD, Galerie d'architecture Paul Bilon Dieudonné, qui est un cran au-dessus du cabinet CEBR actuellement à Nkolfoulou Yaoundé. Voilà peut-être pour la présentation. Et oui, moi je vais directement entrer dans le plat, essayer de fouiller où se trouve le morceau de viande. Hein. Okay. Voilà. Moi, je vous connais pour de l'iconisme, du symbolisme. Ouais. Vous essayez à chaque fois de représenter de manière directe parfois, mais de manière surtout iconoclaste, vos architectures, vos œuvres. Ouais. Pourquoi cette volonté de puissance, on dirait, ou cette plastique qui n'est pas agressive, mais qui est représentative? Voilà. Bon, je peux dire que c'est une manière pour moi de rester collé au petit génie naturel que j'ai. Parce que j'ai un petit génie naturel avant de devenir architecte. Je faisais déjà des conceptions quand j'étais lycéen. Je dessinais déjà des choses où j'enlevais la photo de certaines personnes pour remplacer avec le dessin de leur image. Ça m'a donné comme ça de grandir en essayant d'aller plus loin que le dessin ordinaire que je faisais déjà en étant jeune. À l'école d'architecture de Dakar, où je commence à faire des gestes que j'appelle donc aujourd'hui le symbolisme architectural, il apparaissait que chaque fois que je sortais une œuvre ordinaire, j'avais les mêmes notes que les autres. Ou alors, parfois, des camarades avaient des meilleures notes. Certes, les miennes n'étaient pas très petites, mais c'est quand j'ajoutais cette touche-là de symbole que je grandissais, je migrais à la meilleure note. Hormis les récompenses scolaires,
mes tout premiers projets au Cameroun ont connu également du fait de chaque fois qu'il y a eu un geste, l'œuvre est appréciée. Et lorsqu'elle est ordinaire, elle est appréciée, mais pas avec le même enthousiasme. Tout à fait. Donc, très vite, lorsque je commence à travailler au Cameroun comme architecte, d'abord, il faut avouer que c'est une très mauvaise période au Cameroun. Nous, on est un peu ce qu'on peut appeler, je ne vais pas dire la génération sacrifiée, non, puisque je ne suis pas défaitiste. Mais je veux dire, c'est la génération qui va faire l'école dans les années 86, où on demande très vite de se retrousser les manches au Cameroun. De 86 à 90, il y avait une récession économique au Cameroun qui fasse que nous qui rentrons en 92, on ne pouvait pas, à travers seulement les dessins ou alors de la bonne architecture dite dans le sens des règles de l'art, Tout à fait. tenir. Donc, on faisait donc des choses qui étaient proches de l'architecture. Exemple, l'architecture d'intérieur. Nous décorions déjà à Yaoundé, parmi les pionniers à avoir fait les meilleurs snacks dans la capitale. Ceux qui étaient les Yaoundéens by night, comme on peut dire, peuvent reconnaître le nombre de snacks que j'ai fait révolutionner dans la capitale de Yaoundé. Alors le symbolisme architectural, lui, il vient faire une sorte de migration vers ce que tout le monde ne peut pas faire. Les projets comme le Crasser à Yaoundé, au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez le Crasser, j'ai eu le privilège de faire le Crasser en ayant pourtant gagné déjà quelques concours qui sont affichés là, mais qui n'ont pas du tout été réalisés. Pourtant, j'ai eu le premier prix, parfois le troisième prix, mais même quand j'avais le troisième prix dans un concours, c'est mon œuvre qui était suffisamment visitée du fait du symbole. Et je peux citer tout à l'heure, je vais citer toutes ces œuvres-là durant notre conversation, sauf que peut-être de temps en temps des relances, mais sinon, j'ai fait un concours pour le monument de la place de l'Indépendance. C'était un concours lancé par le ministère de la Ville. Il y a un ministère de la Ville a, à un moment donné, remplacé le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Alors, le concours est lancé dans Cameroun Tribune, hein, pas comme on m'a appelé à cette époque. Je l'ai fait et j'ai eu le premier prix pour la Poste centrale. Et donc, les images pourront parcourir maintenant nos émissions, mais pour ce concours dont le résultat était sorti le 10 septembre 2000, en l'an 2000, j'étais déjà lauréat premier prix d'un concours du fait du symbole et du symbolisme architectural. Le Cameroun debout, à la Poste centrale ou à la place de l'Indépendance, ce monument, chaque fois que les gens ou bien les confrères l'ont vu, tout le monde est unanime qu'on aurait dû déjà le réaliser. Malheureusement, il n'a pas été réalisé. Et quand il fallait faire maintenant le concours en 2008 de la place de l'artisanat, on appelle ça aujourd'hui le Centre international de l'artisanat. Quand vous êtes à cet endroit, vous voyez bien qu'on a réalisé un projet, mais dont, hormis l'architecture et la construction, il n'y a pas un geste reconnu par tout le monde comme un geste camerounais. La case des Mousgounes, par exemple, au sommet, aurait pu faire que l'on comprenne que c'est un élément camerounais. Mais sans critiquer celui-là, dans ce concours, j'avais fait venir le symbole du serpent à double tête du monde des Bamouns. J'ai été un des premiers à faire l'épure du serpent à double tête pour proposer que l'on puisse partir de l'avenue Kennedy à la place appelée Artisanat. J'avoue que c'est la communauté Bamoun qui était déjà très installée là-bas. En faisant donc le serpent à double tête, on a utilisé une galerie qui devait prendre la colonne, ce qu'on peut dire le corps du serpent, et j'ai fait comme un mamba, la tête d'un mamba, en mettant néanmoins au niveau de la toiture ce que tout le monde appelle aujourd'hui pour tous les projets le photovoltaïque. J'ai fait un toit qui devait aller en photovoltaïque. C'était déjà très moderne.
C'est parce que ça coûtait légèrement plus cher que les autres propositions que ça n'a pas été retenu pour la réalisation. Et la deuxième tête du serpent à double tête était programmée pour la zone de l'OAPI. Et là-bas, cette place s'appelle la place Kyriakides, paix à son âme. Monsieur Kyriakides a dû quitter il n'y a pas longtemps, mais on aurait dû comme ça, le plus important d'ailleurs, était de déplacer ceux qui vendent au niveau de l'avenue Kennedy pour venir rester sous les pilotis qu'on a placés sous le serpent, sous la colonne du serpent. Et le serpent lui-même, symboliquement, a été matérialisé par une colonne horizontale, cette fois-ci, ce qu'on peut appeler un tube horizontalement placé et qui serpentait jusqu'à la place de Kyriakides. Celui-là n'a pas été réalisé, mais c'était le troisième prix. Quand on en arrive à faire d'autres symboles, vous allez voir que au moment où on m'appelle pour le projet dont on pourra reparler également tout à l'heure, le monument Paul Biya, je suis un habitué des coupoles. Étant donné que mon diplôme d'architecte à l'EAMO, c'est pas de la publicité, mais on cite son école, je suis de IAU, où j'ai enseigné, je le disais tout à l'heure. Mon diplôme lui-même, c'est le mvet, l'instrument de musique mvet, qui a été épuré pour donner le théâtre national en coupole ici, et l'autre coupole, l'auditorium national, et le bambou du mvet a été utilisé comme galerie d'exposition d'art. Bon, je vais intervenir en disant que est-ce que c'est pas trop facile? Bon, généralement, quand un confrère ou alors quand un architecte fait un certain nombre de choses avec une certaine facilité, on peut imaginer que c'est facile. Ouais. Mais c'est un travail inspiré. Et on se réveille souvent, et là, les gens ne croient pas que les architectes sont inspirés parfois dans la nuit. Oui, parce qu'on a peur de penser qu'il a un petit truc de sorcier en lui. Mais il n'y a pas de métier où il n'y a pas de génie. Dans tout métier, il y a des moyens, des cancres d'abord, des moyens, des bons, des très bons, des génies, ceux qui ne travaillent même pas beaucoup, mais qui ont une inspiration qu'on ne peut pas... non, je ne peux pas croire que vous ne travaillez pas beaucoup parce que on peut croire facilement que utiliser le symbolisme, c'est facile. Mais si c'était le cas, vous ne serez pas seul. Non, 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 justement, ça vient en inspiration quand même. Et il faut donc immédiatement ajouter le travail. Justement, parlant du travail, vous avez dû m'entendre parler à mes jeunes confrères en leur disant qu'il faut mettre le travail avant l'argent. D'autres ont l'impression que nous le disons parce que nous, on en a déjà. Non, on n'en a jamais trop. Déjà, moi, je suis un architecte qui ne met déjà pas l'argent avant. Et c'est pour ça que je conseille souvent pour le logement qu'on n'ait pas peur des architectes. Parce que c'est justement les architectes qui font de l'économie. Je vais expliquer un peu la théorie de cela tout à l'heure. Mais quant au travail, je peux dire que je suis rentré au Cameroun en 1992. Ouais. Je n'ai jamais pris un congé d'un mois. J'ai voyagé souvent pour autour 3 semaines. Et durant mes voyages, il y a toujours un relent de travail. Donc, un congé d'un mois où je n'ai pu rien faire dans le cadre de l'architecture ou des programmes ou des projets à faire. Et quand je travaille, c'est jusqu'à la nuit, 2 heures, 3 heures. Petite anecdote, j'avais mes filles qui excellaient un peu dans l'école au niveau des lycées. Elles ont fait le concours de médecine. Rendues à l'école de médecine, qu'elles étaient comme 2 jumelles qui étaient dans la même classe depuis le cours élémentaire. Ces 2 filles, dans un collège important de la capitale, on faisait un peu comme un challenge de qui va dormir le premier. Au moment où elles préparaient leur diplôme, généralement, je réussissais à gagner ce challenge. Elles allaient se coucher, j'étais encore sur les planches. Ouais, l'architecte et la charrette, ça fait 2, quoi. Oui. Ça ne fait pas 2, c'est la même personne. Oui, oui. Donc, vous avez ce génie naturel, vous avez cette facilité
analyser les situations, à identifier le symbole approprié, Oui, à transformer ce symbole en architecture, parce que je tiens à préciser que quand vous faites vos projets, il faut aller en profondeur pour reconnaître les éléments. tout à Ce fait. n'est pas de l'architecture canard. Tout à fait. Voilà, Oh, mais c'est-à-dire- merci pour ces appréciations. Je Oui, vais... oui. J'en En fait, dis un mot. l'observation, ce n'est pas de l'architecture canard. On va dire que je me suis inspiré du canard et on voit un canard. Ouais, Il s'agit de la transformation oui, de cet élément de symbole culturel ou de symbole socio-culturel oui, ou d'objet de notre quotidien en élément particulier. tout à fait. On va parler de celui qui est déjà, mais qui sera sans doute le plus fameux. Pourquoi pas? Parce qu'il va, à mon sens, hein, entrer dans l'histoire ce que beaucoup appellent le renouveau. Oui, Voilà. oui, Je sais que généralement, quand des personnes durent au pouvoir, on a tendance à vouloir détruire les éléments qui le représentent après. bah oui, Historiquement, c'est ça. Ouais. Mais je pense que la sagesse que vous avez eue dans la mise en œuvre de ce mouvement, c'est que vous n'avez pas singé un visage. tout à fait. Vous avez construit quelque chose qui peut servir de symbole, Oui. de musée, de lieu de retraite, mais aussi d'espace de narration. Oui, Et il sera très peu envisageable de Ouais. voir quelqu'un avoir la volonté de le détruire. Comment vous avez réussi à faire cela? Bon. Ça, c'est le jeune ouais, architecte c'est qui pose la vrai, c'est question. vrai, Cédric. Bon, je risque d'abord de te retourner mon plaisir d'écouter tes questions. Parce que ça dénote ou alors ça relève ton propre travail et cette volonté d'aller voir où se trouve le charme ou bien la partie intéressante d'une œuvre. Donc j'en suis bien marqué. Donc la question, elle est celle de la visite d'un musée. Lorsqu'on parle d'une œuvre qui rentre dans un musée, il faudrait que cette œuvre ait marqué le temps. Donc, au lieu de voir une stèle pour l'idée du maire de Saint-Médard, parrainé par les personnalités dont je tais encore le nom du Tout à fait fait, c'est que compréhensible. nous ne sommes pas encore dans la phase de l'inauguration. Le privilège que nous avons du fait que c'est un architecte de l'ordre numéro 130, architecte Paul Homme, qui a conçu quand même cette œuvre, et il peut déjà expliquer à ses confrères avant l'inauguration, parce que l'ouvrage étant déjà là, tout le monde se filme et envoie sur le net. Nous pouvons nous payer le luxe de l'expliquer un tout petit peu. Je vais donc vous dire d'où vient l'idée. Au lieu de la stèle, je réponds à Monsieur le maire, pour le président de la République, la stature du président, il ne s'agit plus d'une stèle. Donc, quand il évoquait le budget, j'étais aussi les montants très très bas qu'il évoquait. J'ai dit non, pour le président de la République et son parcours, il est préférable que je vous apporte une proposition qui marche avec la stature du président. Ça a été des échanges suffisamment corsés. Et c'est quand j'apporte l'œuvre avec la coupole renversée qui fera l'espace musée sur le parcours du président et même avant qu'il ne soit président de la République. Vous savez qu'avant que le président ne soit président de la République, il a été Premier ministre SGPR pendant des années. Et quand on voit ce parcours depuis 1962, le président est rentré au Cameroun, et des choses dont moi, architecte, je pense comme des choses suffisamment importantes à sauvegarder, j'ai eu tout de suite l'idée que l'espace monument pourra d'abord faire l'objet d'un musée. Alors, la coupole renversée viendrait donc prendre 3 niveaux avec un espace d'environ 400 mètres carrés, parce qu'on a eu un diamètre d'environ 20 mètres de diamètre. Alors, la protection que l'on appelle la préservation des acquis était appelée donc ainsi à être
utilisé au niveau de la coupole renversée. Alors, maintenant, on va vers une colonne, à travers une colonne, on lève les bras et on a une coupole ouverte dans laquelle on mettait d'autres œuvres qui relèvent du futur. Donc, le grand symbole est celui de la transition générationnelle. Voici ce que j'ai pu faire durant mon magistère et ce que je n'ai pas pu faire ou ce qui reste à faire. Je bénis le Cameroun, je bénis mes enfants, je bénis les futures générations pour poursuivre l'œuvre. D'où cette idée de terrasse panoramique au-dessus avec une vue sur l'horizon, donc une vue et une vision pour le futur. Donc ces symboles ont dû marquer, je reste modeste, vous l'avez dit, ont dû marquer le destinataire, l'illustre destinataire de cette œuvre, pour qu'il accepte déjà que l'on colle son nom à cette œuvre, que la communauté du Sud, département du Diaye-le-Bord, les élites du Sud et leurs sympathisants et les membres du gouvernement ont presque chacun, les uns et les autres, ont adhéré et l'œuvre est accompagnée par le directeur du cabinet civil en tant que parrainage, en tant que supervision globale des travaux. Donc, mais ça s'appelle le monument Paul Biya et ouvrages connexes. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait une sorte de lien qui permette en même temps le développement de cette capitale qui mérite également un relooking, un renouveau et pourquoi pas une touche particulière. Donc il y avait quand même un fondement de la recherche de migrer vers quelque chose ou alors vers une œuvre pour être plus incisif, vers une œuvre définitive qui va dépasser le temps. Donc le béton armé a été choisi comme matériau définitif en termes de structure. Et les revêtements sont modernes, on peut les améliorer. Il y a eu d'ailleurs une phase d'amélioration du standing à travers le financement que je ne vais pas taire parce que c'est connu. La majorité des éléments liés au financement est venue essentiellement si vous voulez, la majorité est venue du FECOM en termes de financement. Mais la supervision globale est faite par le cabinet civil et la mairie de Samema étant maître d'ouvrage de tous les ouvrages, nous on joue notre humble mission d'architecte et maître d'œuvre. Ah, voilà qui est bien présenté. Je fais la transition. Donc, nous avons un monument qui est, dans notre contexte, utile. Parce qu'il faut le dire, l'art africain, ce n'est pas la représentation figée du beau. Exact. Mais c'est la représentation du beau par l'usage. Exact. Mais cet usage, vous l'avez étendu à l'écosystème, puisque vous parlez de Connext. Tout à fait. Avant de vous poser la question sur quels sont les équipements alentours, je dois d'abord faire une confidence. Je vous ai dit protégez votre barrière à l'eau API, sinon ce design, vous le verrez partout. Ben ça, on va le faire. Je vous dirai à Jarvis, mon jeune confrère côté comme que notre barrière va connaître des tricheries. Ouais, mais bon, c'est aussi la beauté d'une œuvre réussie. Voilà. Quels sont ces éléments connexes et à quoi ils servent? Bon, d'abord sur le site du monument, on s'est bien rendu compte que la conception initiale prévoyait une extension. Dès lors que le monument a été déporté sur le site de Mefo, l'extension qu'on aurait dû coller au monument sur son site initial n'était plus possible du fait de la proximité de la route, comme on est venu maintenant dans un giratoire. Le monument venant maintenant est implanté parce qu'il a été, si vous voulez, indiqué que l'on le déplaça de l'espace initial vers le giratoire de Mefo. L'espace initial, c'était à Vébé Yekombo, où fut posée la première pierre le 13 février 2021. Maintenant, une indication venant de qui de droit, le destinataire de l'œuvre, il nous est parvenu qu'il fallait ramener le projet
dans un carrefour où il y aurait donc une convergence de tout ce qui viendrait de tous côtés. Alors le déplacement du monument sur le site de Mefo nous a maintenant permis de migrer aussi, je vais utiliser peut-être 3 fois ce mot, mais c'est parce que c'est le dynamisme du projet. On a proposé maintenant une passerelle, un ascenseur panoramique d'abord, on en a parlé tout à l'heure pour la facilité d'atteindre les 30 mètres du sommet, et une passerelle pour l'extension des éléments du musée. Le musée, la médiathèque, la vidéothèque, la discothèque, la bibliothèque et les archives, pour ne citer que ces pans du ministère de la Culture, il fallait un bâtiment que nous avons conçu à 2000 m², à peu près de clos couvert, qui lui devait être le stockage, le catalogage, la bibliothèque avec ses cartons et ses livres ne pouvait pas suffire dans la coupole du monument. Et ce bâtiment n'ayant pas été immédiatement réalisé comme bâtiment annexe, on lui a adjoint des bâtiments connexes, d'où un petit bâtiment administratif qui devait donc prendre en miniature des livres faits par le président de la République, comme pour le libéralisme communautaire, d'autres livres faits par d'autres auteurs camerounais sur le nom du président. Et ce bâtiment est accompagné par une petite résidence d'accueil pour le jour de l'inauguration. C'est là où les officiels sont accueillis cette fois-là par le président lui-même qui sera installé et qui pourrait recevoir des personnalités en termes d'audience. Parce que généralement, dans les pratiques des inaugurations, le président accorde quelques audiences aux personnalités venues à l'inauguration. Bien entendu, cette partie attenante au site du monument était appelée donc à être sécurisée, d'où une demande de la hiérarchie pour adjoindre un bâtiment qu'on a appelé le bâtiment de la sécurité. Ça fait 3 bâtiments. Mais les autres ouvrages connexes, c'est le ministère, par exemple, du tourisme qui a mis également la main pour la réalisation d'une petite cité qu'on appelle la cité touristique du monument. Donc il y a quelques 8 bungalows qui sont déjà en construction, qui sont presque terminés. Quelques-uns sont terminés et accompagnés d'un autre bâtiment qui sera celui où on pourrait vendre des gadgets. Et quand on arrive, on peut acheter un t-shirt, on peut trouver un badge à côté du monument. Maintenant, le côté fédérateur, si vous voulez, le côté développement, c'est la liaison entre le carrefour de Mefo et le boulevard Paul Biya, puisque le boulevard de Saint-Mélima a été dédié et dédicacé également boulevard Paul Biya. Donc il fallait une liaison entre le carrefour de Mefo et le boulevard, le ministère des Travaux publics. Donc, on peut comprendre aussi là-bas que ça a permis également de régler une infrastructure qui avait des petits problèmes de caniveau et qui n'était plus une infrastructure neuve. Vous allez faire des jaloux. Parce que si ce monument a permis de faire renaître quelque part la ville de Saint-Mélima, faites-en 50. Dans 50 villes. Vous savez, Cédric, ça permettra de dynamiser ces villes. En effet, Cédric, généralement dans notre pays, il y a des personnes qui vous posent la question, depuis que ce projet se développe, pourquoi Saint-Mélima? La réponse qu'ont nous autres qui avons déjà travaillé, je suis à 33 ans, j'ai fait pas mal de choses publiques et des choses pour les communes. La réponse que nous on donne simplement, c'est pourquoi pas Saint-Mélima? Bien sûr. Et chaque fois qu'on va dire pourquoi pas Saint-Mélima, on s'arrêterait même là. Oui, la discussion s'arrête. Voilà, sans aller en détail. En fait, ma question... Mais si je devais aller, avec ta permission, en détail, là, je dirais, mais au contraire, on peut dire que ça a traîné. Parce que à tout moment, lorsque des personnalités ou bien des étrangers ou alors tout visiteur d'une ville arrive dans un département ou bien dans le chef-lieu d'un département,
aussi symbolique que le Dia et le Bob, puisque le fils prodige qui est devenu depuis les 42 ans le président de la République du Cameroun est également venu de quelque part. Et de quelque part, dont la vie de Sambelima a déjà connu une appellation de Sambelima la Belle. Mais elle, sur le plan urbanistique, comme les autres villes, vous l'avez dit, traînait un peu quelques bobos. Et c'est de ces bobos-là que architectes urbanistes, on pourrait dire également paysagistes, appelés pour une œuvre, se mettent ensemble pour faire ce qu'on est en train de faire. Au-delà du monument, c'est le rôle de l'architecte qui m'interpelle. Voilà. Parce qu'en général, on ne sait pas que le développement d'une ville devrait être construit ou conçu Tout à fait. autour d'un geste architectural majeur. Tout à fait. Qui peut être symbolique comme dans ce cas ou fonctionnel. Peut-être comme on parlerait du port de Kribi, oui. On parlerait du port de Douala qui a fait de Douala la plus grande ville en termes de taille au Cameroun. Et historiquement, on verra pourquoi Konsamba est Konsamba, pourquoi Fumban est Fumban, pourquoi Tchang est Tchang, à cause d'un centre climatique à la base et d'une université, pourquoi Maroua est Maroua, etc., etc. Pourquoi Garoua est Garoua. Donc, vous avez plus de 30 ans de carrière, comme vous avez dit. Quel conseil donnerez-vous parce que vous parlez de transition générationnelle, pour que les villes de demain, en s'appuyant sur le rôle de l'architecte, deviennent des lieux bien pensés? Bien, il m'est arrivé de faire à un moment donné des statistiques. Chaque fois que je grandissais dans la profession, je faisais des révélations statistiques que l'on utilise aujourd'hui sans forcément dire que c'est venu de moi. En plus, je n'ai pas forcément déposé des écrits, mais dans l'enseignement, j'ai réussi également à pousser ces statistiques. Je faisais dire ici, parfois dans des expositions, que pour un pays de 30 millions d'habitants, à l'époque nous étions à peu près 300 architectes. Je le disais quand on était encore à peu près 200. Aujourd'hui, je vais faire actualiser cette statistique pour répondre à cette question. Donc, on est 30 millions d'habitants à peu près, si on enlève nos amis voisins qui sont accueillis au Cameroun. 30 millions d'habitants, prenons 600 architectes, tant qu'on n'a pas encore ajouté ce qui arrive, 600 architectes inscrits à l'ordre des architectes, puisque la loi dit que c'est quand on est inscrit à l'ordre qu'on exerce la profession. Donc prenons la moyenne de 600. Ça nous fait un architecte pour 50 000 habitants. Un architecte aujourd'hui, sur les 600, on revise la statistique pour voir qu'on est un architecte pour 50 000 habitants. À l'époque où je ressortais cette statistique, c'était un architecte pour 100 000 habitants. Et je calculais également que si 1% des 100 000 architectes, donc, ou alors 1% des 50 000 architectes aujourd'hui venaient, 1% des 50 000 habitants venaient vers moi comme architecte, ça me ferait 1000 clients. Pour un an, même si je devais faire 10 projets par mois, je n'atteindrais pas les objectifs. Et c'est là que je découvrais qu'il y a beaucoup de travail. Et donc, il faut tout simplement continuer à former comme on forme aujourd'hui. Vous avez connu mon avis là-dessus. On forme, on encadre les 2 années dans les cabinets, que ce soit densifié et qu'il y ait matière à faire en sorte que les communes, et c'est là où je voulais en venir, parce que je pense être cohérent là-dessus. 360 communes. Avec les communautés urbaines, on a une statistique de 374. Si on prend donc, pour vite calculer, 300 communes qui auront déjà recruté un architecte, un urbaniste ou un paysagiste ou un ingénieur, ça ferait 1200 lorsqu'on a pris 4 professionnels. Et ces communes ayant donc à la tête un architecte et un urbaniste vont connaître comme ça une sorte de développement endogène de la commune. Et on pourrait également aller voir du côté des principes de passation des marchés, comment lorsque ces mairies sont donc outillées par des professionnels
qui sont également outillées du fait d'avoir été bien formées, ces mairies peuvent réaliser certains micro-projets en régie dans la même année que des projets importants sont envoyés en appel d'offres, en passation de marché, surveillés par le ministère des marchés publics. Ça ferait que les pouvoirs publics ne soient pas en train de se plaindre du taux faible d'exécution de ces projets. Entre-temps, dans la même année budgétaire, les mairies auront fait un certain nombre de projets. Vous voyez, les lenteurs sont connues. Ce n'est pas un débat qui viendrait de M. Polom. Nous avons accompagné en faisant des suggestions. Nous avons fait des concours, nous avons fait des appels d'offres. On en a gagné quelques-uns, mais pour moi seul, je continue à dire que mon pays n'a pas exploité 20% de mon potentiel. Je monte même à 20% par humilité. Je ne pense pas avoir sorti 10% de mon potentiel. Et j'ai 62 ans, moi je n'étais jamais mon âge. À 62 ans, j'ai dû prendre la retraite si j'étais au ministère depuis 55 ans. Si j'étais dans les administrations parapubliques à 60 ans. Jusque-là, pendant que je me reconnais de l'énergie pour travailler, on dirait de l'autre côté que je suis en retraite. D'où le relèvement à travers la transition que nous appelons de tous nos voeux, parce que c'est prononcé par le président de la République lui-même. C'est le président qui parle déjà lui-même de la transition générationnelle. De sorte que tous les corps d'État et toutes les administrations s'apprêtent à transférer les compétences au niveau des communes. Ça fait la décentralisation. Pour ceux qui sont réfractaires vis-à-vis de la décentralisation, nous perdons une fois de plus une occasion d'un développement harmonieux, endogène et, si vous voulez, d'un développement durable. Pourquoi? Parce qu'on utiliserait donc des matériaux locaux disponibles dans chaque commune. Bien sûr, on peut faire venir des matériaux qui ne sont pas disponibles dans cette commune avec ce qu'on appelle l'intercommunalité. Deux communes peuvent s'échanger des matériaux. Je vous envoie du bois, vous m'envoyez de la pierre. Je ne vais pas finir cela sans vous dire que j'ai une sorte d'amour propre, si vous voulez, pas nationaliste, pour dire comme les hommes politiques, mais en tant que Camerounais, je suis convaincu qu'on a au moins 100 types de matériaux locaux qu'il faut seulement produire localement. Et c'est la production localement, si vous voulez, de ces matériaux qui ferait en même temps grandir les industries. Le président de la République ayant demandé que l'on utilise suffisamment ces mêmes matériaux dans nos projets, puisqu'il y a des lois qui favorisent cela. Il faut maintenant que, comme il a accéléré au niveau de l'énergie, que les industries qui vont effectivement utiliser cette énergie qui est dans le pipe, l'énergie est désormais sûre du fait des barrages et du fait du transport énergétique. Nous sommes sûrs que les industries doivent commencer à s'installer pour produire localement nos matériaux. Comme on est en interview, je ne peux pas aller trop loin, mais vous pouvez être sûr que c'est un sujet que j'ai suffisamment développé déjà. Alors, si aujourd'hui, la pierre de Pouma, le granit, les granites qu'on a sur toutes les montagnes du Cameroun étaient suffisamment broyés, on aurait des pierres de revêtement d'intérieur avec la pierre de Pouma, alors que le granit, lui, fait le revêtement des cours, le revêtement des routes, et puis on ne manquerait pas des routes goudronnées en utilisant la pierre seulement au Cameroun. J'ai parlé du bois. Chaque fois qu'au Cameroun, on dit les matériaux locaux, tout le monde vous sert seulement la brique de terre. Avec Mipromalo, on a développé déjà des techniques de stabilisation de cette brique, la brique stabilisée, le BTC et autres techniques. On a vu ici, durant cet anniversaire, des personnes qui nous ont présenté des tuiles où on reprend des matières plastiques mélangées au sable. Le sable est disponible, les matières plastiques sont disponibles. Monsieur Cédric, que voulez-vous? Si on n'arrive pas à développer maintenant en grand nombre tout cela, on va continuer à avoir des problèmes de chômage, des problèmes de pauvreté et autres
pourtant on a beaucoup de matière pour pouvoir également arriver là. En tout cas, vous savez que vous serez souvent dans le tribunal de l'histoire pour avoir fait ce monument. Donc, vos arguments justifient à suffisance que vous avez la projection nécessaire Tout à fait. pour défendre une vision de la transition dont vous êtes en train de parler. Tout à fait. Je voudrais rester modeste, j'en dis un peu plus, mais je ne sais pas si vous allez passer le résultat de cette interview avant l'inauguration. C'est pour ça que je reste un peu timoré ou modeste sur mes propos. Mais s'il nous est donné pendant et après l'inauguration de reparler de ce monument, je vous déclinerai davantage les symboles qui sont officiellement retenus, puisque c'est les symboles de l'architecte décrit pour le moment, mais le symbole officiel qui sera décliné sera pendant l'inauguration. Tout à fait, je vous comprends, c'est bien. Et nous serons toujours ouverts à poursuivre la discussion. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure, je ne sais pas si on doit se vous voyez ou se tutoyer. Bien sûr, les deux marchent, parce que le respect que j'ai pour vos petits frères que vous êtes me fait vous dire de temps en temps vous, mais n'oubliez pas que le tu, il est professionnel à l'extérieur, mais ici c'est l'interview. D'accord. Encore que dans la confrérie, c'est le tutoiement qui est recommandé. Ça me va comme un gant aussi. D'accord. Tu as parlé et là c'est très intéressant, de l'économie. Oui. Qui est l'apanage, je vais utiliser ce mot, de l'architecte. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on pense. Contrairement à ce qu'on pense. Tu peux m'en dire plus? Oui, oui. Bon, quand il nous est arrivé d'enseigner, chaque enseignant apporte ses supports de cours. Même lorsqu'il y a déjà, on en discutait tout à l'heure. Le syllabus. Voilà, même quand il y a des syllabus et quand il y a des programmes, c'est les supports de cours que l'architecte professionnel apporte qui caractérisent son comportement dans la profession et qui sont suivis par ses étudiants. Chaque fois que j'ai enseigné, j'ai démontré que il y a 5 actes Voilà, je vais retourner les cartes comme ça. Voilà, il y a 5 cartes pour les études. Et quand on est à la réalisation, on peut aussi également utiliser 5 cartes. Pour les études architecturales, l'architecte qui veut que son œuvre soit viable doit sauvegarder la fonctionnalité, la stabilité, l'économie vient au milieu, la proportion et l'esthétique. Et c'est par ordre de mérite, si vous voulez, d'importance. Alors, la fonctionnalité, c'est d'abord nous. Ça doit être l'ADN de l'architecte. La stabilité, c'est ce que l'architecte fait avec l'ingénieur. Ça vient immédiatement en deuxième position. Donc, ça peut taire le débat. La première position, c'est celui qui gère les choses de la fonctionnalité. Les règles de l'art viennent en mélange ici déjà avec l'ingénieur lorsqu'on parle de la construction, les normes de la construction. Et ici, c'est l'économie. Si j'ai fait un plan ici qui n'est pas rationnellement étudié, qui n'est pas fonctionnel, il va me coûter plus cher pour mon client. Tout à fait. Donc l'économie est au cœur de ce processus. C'est quand j'ai fini de régler les choses liées à l'économie que je m'intéresse maintenant à la proportion. Cette proportion vient également influencer l'économie. Si vous avez donné à la place d'une structure qui aurait dû faire 3 mètres, vous la surdimensionnez à 5 mètres, vous faites perdre 2 mètres de matière à celui pour qui vous êtes en train de construire. Et quand on va revenir additionner sur le coût, l'économie en prend un coup. Et enfin, l'esthétique. Toutes les formes géométriques ne sont pas utilisables pour toute catégorie de projet. Tout à l'heure, on parlait des objets monumentaux avec le symbolisme architectural. Le symbolisme, oui, mais la proportion relativement à ce symbole se gère ici et l'esthétique ici. Donc, maintenant, ça c'était pour l'étude.
Je renverse mes cartes maintenant pour ce qui est de la construction. J'ai mis les 5 critères. Maintenant, au niveau de la construction, je dois faire interroger les surfaces et les standings. Tout à fait. Chaque fois qu'un architecte est face à un projet, la nature du projet, maintenant, lui donne de créer avec ce qu'on appelle les normes, son plan. Ce plan doit être exécuté. Comment va-t-on l'exécuter? Avec quels matériaux? Et d'où viennent les matériaux? Ça se positionne en questionnement numéro 1. On parlait tout à l'heure de la fonctionnalité. C'est les mêmes cartes que j'ai retournées. Avec quels matériaux, comment et autres, on est déjà dans la stabilité. Pendant qu'on est dans la stabilité tout à l'heure dans l'étude, nous sommes en construction toujours. L'économie dont on a parlé en conception se répercute à la construction. Ça se passe comment? L'organisation du chantier, la perte des matériaux, l'éloignement des matériaux de construction. Hormis les matériaux, il y a le matériel. Le matériel étant des outils. Quel type de matériel? On s'est retrouvé sur le projet du monument à faire louer, par exemple, une grue télescopique parce qu'il faut envoyer des éléments en hauteur. Et le coût d'une grue télescopique par jour dans le chantier, un chantier où il faut aller en hauteur à peu près 30 mètres de haut, il fallait l'intégrer. Si vous ne l'avez pas intégré pendant l'étude, comme c'est très souvent le cas, vous avez une situation qui va faire venir des avenants. Et au moment où le public se plaint, les uns et les autres qui ne comprennent pas disent de leur côté, oui, ça va finalement coûter plus cher, ça coûte cher à l'État ou bien ça coûte cher au maître d'ouvrage, on oublie que cet outil qui est indispensable pour le levage était important. Qui est important pour le levage était plutôt indispensable. Alors, je ne vais pas terminer cette rubrique construction pendant que je dépose mes cartes sans vous dire que le rôle maintenant du maître d'œuvre, de l'architecte et maître d'œuvre. Alors, architecte 100% à la conception, pas de souci. Mais le maître d'œuvre, il arrive que les pouvoirs publics attribuent la maîtrise d'œuvre à un organisme autre que le concepteur. C'est les lois, on ne peut pas interdire. Mais le conseil qu'on donnerait, c'est de faire en sorte que le concepteur d'une œuvre soit immédiatement intégré dans le cadre de la maîtrise d'œuvre. Parce qu'il suffit que vous ne soyez plus à côté pour on change beaucoup de choses. L'œuvre, si elle est faite avec un objet, on va un peu diluer ou alors dévoyer l'objet initial. Hormis cela, on se retrouve avec une œuvre qui porte le nom d'un architecte et une réalisation qui n'est peut-être pas réussie, mais dont on va continuer à vous l'attribuer en disant « mais on sait que c'est pour mon cas ». On dira « mais on sait que c'est Paul Homme qui a fait ce plan ». Ah, mais c'est ça, votre Paul Homme dont vous parlez là, alors que Paul Homme n'a plus été intégré dans la maîtrise d'œuvre. D'où cette problématique des immeubles qui s'écroulent dans notre pays. 80%, j'allais même aller au-delà de 90% d'immeubles qui s'écroulent, ont connu parfois des plans faits par des architectes, pour d'autres même pas, au niveau de l'étude. Pour la plupart d'ailleurs. Pour la plupart aussi. Et maintenant, au niveau du chantier, il n'est pas dans la maîtrise d'œuvre parce qu'il faut également payer ses honoraires de maîtrise d'œuvre. Lorsqu'on n'a pas réussi à payer déjà les honoraires pour les études. D'où ce problème de la peur. La peur que les concitoyens ont de l'architecte. À l'époque, nous n'étions pas nombreux. Maintenant qu'on est nombreux, la profession, après ces cinquantenaires, est appelée à encadrer désormais. J'ai des suggestions là-dessus, j'en ai fait quelques-unes dans la salle, pour que nous puissions gagner l'espace que nous avons laissé quelque temps libre. Pour que la jeunesse qui arrive là, la transition générationnelle dont vous m'avez fait questionner tout à l'heure, vous avez parlé de la transition, elle est faite déjà
comme le là qui a été donné par le plus haut, je parle du président de la République, mais cette transition doit être dans nous-mêmes, professionnels architectes. Quelle est la transition que je fais? D'où ma propension à enseigner et à transmettre. Faites-vous écouter, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, merci parce encore. que je reconnais la dynamique de celui qui veut apporter du changement. Oui. Les usagers ont tendance à croire que l'architecte est là pour l'esthétique. Voilà. Mais vous avez bien fait comprendre que c'est 5 points. Oui, c'est 5 points, 5 critères 5 critères. qu'il faut observer et il n'y a que l'architecte pour les mettre ensemble. Beaucoup de gens peuvent faire l'esthétique, d'autres la fonction, certains la stabilité, d'autres la proportion et d'autres n'auront même pas intégré l'économie. Et il n'y a que l'architecte, et puis bien formé, connaissance et théorie que nous enseignons bien entendu, qui vous met les 5 critères ensemble. Personne d'autre. C'est l'architecte. Donc ça au moins nous allons réclamer cela pour qu'on sache que les architectes ont 5 cartes à jouer pour mettre ensemble pour qu'une œuvre soit viable. Voilà. Nous sommes aux 50 ans. Oui. Dans votre discours, les perspectives sont claires. Maintenant, avant qu'on ne passe à la dernière rubrique, je voudrais que vous les articuliez. Ah bon? Si vous étiez là au centenaire, Oui. qu'aimeriez-vous dire? Bon, j'aime le si, parce que j'ai 62 ans. Au centenaire, ce sera sûrement nos jeunes, nos plus jeunes. Je ne vous demande pas de ramener à 80, parce que même là-bas, c'est Dieu qui en on décide. pourra déjà faire le soixantenaire. On peut faire le soixantenaire ou 75. Donc, dans le rationnel, ramenons d'abord à 80 ou 75. Non, disons si vous étiez au centenaire. Au centenaire. Bon, moi Que personnellement. diriez-vous? Parce que vous pourriez le dire même au travers de vos écrits. Oui, des choses qui restent comme le monument. Voilà. Peut-être le monument peut atteindre, Oui. voilà par exemple. Ou bien le quel monument Paul Biya. témoignage voudrez-vous qu'on J'ai porte bien compris la de vous? question. J'ai voulu seulement N'ayez pas me peur. débiner, sachant que Non, pourquoi? je ne peux pas atteindre. Dieu sait faire ses choix. Bon, maintenant, ce que j'aimerais, si je devais atteindre un tel record, c'est que les statistiques que je viens de faire tout à l'heure et qui sont à côté de nous, c'est-à-dire les solutions vis-à-vis de ces statistiques sont à côté de nous et sont déjà définies par le président de la République. Attention, d'autres vont dire que je prononce le nom du président à tout bout de champ. Je sais des gens qui le diraient quand ils vont nous suivre. Mais si c'était sur ce chapitre, je vous dirais des choses extraordinaires et des choses pour lesquelles, si vous me posez la question, on va revenir. Mais je reste dans le cadre de votre question. Quand il appelle les Camerounais à la décentralisation, d'autres pensent que c'est chimérique. Mais prenons seulement le fait que les 360 communes, je viens de faire la petite statistique de 4 architectes, ingénieurs et autres, ça donne suffisamment d'emplois. Le rêve donc de professionnels qui connaissent cela et qui, vous voyez, avec Saint-Mélima, on peut dire que j'explose à Saint-Mélima. Avant Saint-Mélima, j'ai fait le crasset pour les Chantal Biya. Pour qu'on réussisse à accepter que le président, en fait, que le président accepte qu'on colle son nom à une œuvre, il faut déjà qu'elle soit une œuvre terminable. On a terminé le crasset. Il se fait des choses importantes. La naissance des enfants qui continueront à parler de cette institution. Les parents qui ont connu le bonheur, ils continueront à parler. Ça peut continuer à se dire au centenaire. Donc, j'inviterai déjà le compatriote ou bien le confrère architecte qui conçoit une œuvre de la situer dans la durée. Voir dans quelles conditions faire une sorte de geste. Là-bas, c'était l'œuf qui constitue la coupole. Parce que la fécondation in vitro, c'est pour la fécondation. Fécondation, c'est l'œuf, c'est le zygote. Bon, je décline que j'ai un bac D. Je suis un peu influencé par la nature, et par la biologie, par la physiologie, et l'hygiène aussi, et pas mal de choses. Maintenant, si je viens concevoir des ouvrages pour la société, le logement, et que je n'ai pas réfléchi sur le fait que toute personne qui se loge doit être bien propre dans son logement,
bien ventilé, bien, si vous voulez, sécurisé, elle n'atteindra pas le cinquantenaire. Pour ceux qui ne peuvent pas atteindre 50 ans. Dans les 50 prochaines années, je souhaite qu'un compatriote, un confrère qui travaille, intègre les matériaux durables. Parce qu'on nous a suffisamment trompés en disant que les matériaux locaux n'étaient pas durables. Le bois rouge, ce qu'on appelle le bois dur, est sorti. Le bois blanc est sorti. Ici au Cameroun, on nous dit, bon, le bois blanc, c'est un bois précaire qui n'est pas du tout utilisable. Or, c'est le bois le plus stable. L'aïus, le fraquet et autres essences de couleur blanche, c'est des bois susceptibles de rester aussi stables que je vois à peu près de cet élément sur cette table. Le rotin et autres. Que tout le monde soit dur vis-à-vis des compatriotes qui sont réfractaires vis-à-vis des matériaux locaux. Et que seul l'architecte, ou alors avec l'architecte, ceux qui construisent sachent qu'aujourd'hui, tout le monde fait des décors. Vous avez vu que les décors même des restaurants, les décors des petites surfaces chez le barbier, tout le monde améliore son décor. Toute personne qui va proposer une architecture d'intérieur maintenant et qui reste dans les schémas anciens, peut-être quand c'est seulement rustique, pour des choses, même dans le rustique, il faut des petites touches modernes. Tout à fait. Donc, mon vœu final, c'est que les communes, pas seulement dans l'administration, mais également pour les privés, soient étoffées de suffisamment d'architectes dans les villes, qu'on gagne du terrain en remplaçant ceux qui ne sont pas professionnels du fait de notre présence. Donc, comme notre déontologie et notre RI, ce que nous appelons le règlement intérieur, nous interdit la publicité, qu'on revoit également au niveau de ces tests, pas pour la publicité, mais au moins pour l'affichage des enseignes de nos cabinets avec une dimension réglementaire pour qu'on soit visible et que on fasse reculer un peu les non-professionnels qui, eux, sont visibles pendant que notre déontologie nous empêche de faire une visibilité. On se fait harakiri parce qu'il ne faut pas de la concurrence entre nous. C'est ça la visée de la loi. Mais on ne fait pas de la concurrence entre nous. Le terrain est gagné par les non-professionnels. Discuter avec vous, c'est passionnant. Merci. Et comme je le disais, on se donne rendez-vous après l'inauguration du monument. Oui. On espère que il y aura plus de langue de bois. Non. Mais vous pouvez glisser un tout petit peu dans des choses qui ne concernent pas le monument, s'agissant de qu'est-ce qui me motive lorsque je fais des œuvres qui peuvent concerner le président de la République. Ça, je peux le dire sans que ce soit lié au monument. En tout cas, on pense qu'on va associer les deux. Voilà. Parce que je voudrais qu'il y ait cette volonté pour les internautes de se dire à quand l'épisode 2 L'épisode 2. Qu'ils posent la question là. Oui, qu'il reste un peu mais de cela. coutume... Mais j'ai été très heureux souvent de suivre des choses pour lesquelles le président nous a sauvés et dont beaucoup de compatriotes n'ont pas perçu jusqu'ici l'importance. Vous ne pouvez pas imaginer, quand le président dit que le Cameroun est la chasse gardée des personnes, beaucoup n'ont pas vite compris que rien que ça faisait sur le plan diplomatique déjà une possibilité d'avoir des relations économiques avec tous les autres pays. Quand le président dit du haut de l'esplanade de l'Élysée, cette chose-là est interdite dans mon pays s'agissant de... Je crois que nous avons compris. Voilà, il le dit, et il dit en avertissant les personnalités qui lui faisaient poser des questions par les journalistes. Toutefois, les mœurs peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. C'est un sage. Le président est un sage. C'est pour ça que tout jeune, au lieu de regarder seulement le fait que je n'ai rien, doit avoir un petit côté admiratif parce que cet avenir qu'on croit noir a également beaucoup de choses qu'on n'a pas su exploiter, ce que j'appelle la partie pleine du verre. Et d'autres regardent seulement la partie vide. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite,
le président, avec ce monument de la transition générationnelle. Voilà ce que j'ai pu faire dans le musée et voilà ce qui reste à faire. À vous de continuer. Donc, tout ceci est un peu... Vous prêchez ici probablement des convertis. Voilà. Parce que l'architecte est bâtisseur. Tout à fait. L'architecte n'est pas destructeur. Voilà. L'architecte a pour objectif de réhabiliter, de rénover. Exact. Et ne restructure qu'en cas de crise. Tout à fait. Et nous sommes loin de là. Bah, nous sommes loin de là. Ouais. Et nous en pensons... plus, même en cas de crise, j'ai une évocation sur un plateau de TV une fois. Je crois que c'était sans publicité, hein, Vision 4. J'avais une évocation là-bas où on évoquait que on ne peut pas commencer à reconstruire pendant la guerre. Et moi, j'ai pris le contre-pied de cela en disant que pour nous, les bâtisseurs, c'est pendant la guerre que l'on recommence à construire pour donner, déjà une, si vous voulez, un caractère optimiste à la fin de la guerre, le fait de commencer à reconstruire. En plus, si on venait à ignorer les choses comme le DDR, créé pour la fin de la guerre du Nozo, où est-ce que les jeunes qui veulent quitter la brousse seraient accueillis? C'est une chose aussi qui est extraordinaire. L'un des rares pays où pendant la guerre, où on aurait dû se mettre à prendre les jeunes et les jeter, je sais pas quoi, en prison ou autre, on dit, allez plutôt dans un centre où on va vous recycler. Pourtant, ces jeunes, quelques jours avant, ont utilisé l'arme pour abattre plusieurs concitoyens. Voyez que ça, on ajouterait aux choses importantes qui relèvent de la partie pleine d'un verre par rapport à l'œuvre du président. C'est vrai que beaucoup vous diront qu'on a une année électorale et que vous essayez Pas forcément. Je viens de faire un monument et je sais que j'anticipe certaines réponses. Pas forcément par rapport à la politique elle-même, mais par rapport au boulot qui est sur le terrain. Alors, on ne peut pas conclure ce premier épisode sans vous poser cette question. Ah bon? Ou du moins, sans vous faire cette demande, cette suggestion. Oui. Quel conseil? Vous êtes ici dans le stand d'un jeune confrère, très jeune confrère, à peine 5 ans à l'autre. Ah, ça. Quel conseil donnerez-vous après environ 35 ans à notre génération? Bon, la persévérance, c'est le premier mot. Beaucoup le disent. Dans le travail, la persévérance. Et on ne va pas croire l'humilité. Mais je le dis avec fermeté, l'humilité n'est pas le contraire de l'ambition. Le contraire de l'ambition, c'est l'inertie. Donc, on peut avoir un monsieur ambitieux qui fait des grandes œuvres et autres. Il faut que, pendant qu'il fait ces choses importantes, qu'il reste humble. Ne pas se donner la grosse tête. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Vous voyez donc, il vaudrait mieux croiser les deux. Je suis ambitieux et je suis humble. Qu'on m'appelle souvent pour faire des choses. Et le jour où on vous appelle pour faire une chose, vous marquez positivement ceux qui vous ont appelé. Et ça sûrement qu'on vous voit. J'ai aimé quand vous avez dit que je suis un peu modeste parfois et je le fais pas exprès, c'est ma nature. Par contre, quand je dois m'habiller, je choisis ce que je veux mettre. Quand je dois me faire plaisir, je le fais. Là, on est ambitieux, on a une bonne tenue, mais malgré ma tenue, je reste poli vis-à-vis de mes aînés, vis-à-vis de mes proches. Plus jeunes, je blague avec eux, vous pouvez pas imaginer qu'il s'agit de ce gros nom qu'on colle déjà à moi là, Monsieur Paulhomme, Monsieur Paulhomme. D'accord. Donc, 3 choses, le travail, la persévérance et l'humilité. Le socle pour vous de l'ambition, d'une ambition pérenne. Tout à fait. Avec ce que je viens de dire, ça pourrait aller, non, monsieur Cédis, mon petit? Je vous fais confiance, je vous fais confiance. Tout à fait. Je saurai l'évaluer que quand j'aurai atteint ce charisme-là. Ben, que Dieu vous donne vraiment également, parce que nous tous, nous vous aimons bien, dont toi, comme on se tutoyait. Tu as vu l'humilité me fait vous voyez. Donc, que Dieu te donne cette longue vie que nous, on a déjà dans la profession.
On a peut-être été un peu précoce là-dedans, mais on continue à travailler. Je te remercie. Oui. Alors, mesdames et messieurs, nous étions avec le désormais doyen parce que Ouais, il doit 33 ans. entrer dans cette catégorie-là, chers Ouais. amis. Ouais. Au moins dès samedi, quand les 165 prochains viendront. Voilà. Nous le remercions aussi pour sa présence au cinquantenaire parce que il accompagne nous, les jeunes architectes, dans cet espace par son dynamisme, par sa volonté de faire, de construire. Il a dit, ailleurs, il serait considéré comme retraité. Mais aujourd'hui, il a toujours en lui la volonté de transmettre et de traduire. Tout à fait. You were on the Sustainable Horizon podcast. Trust the process. I'm Cedric Chambangs. And See thank you you. next. And thank you. You're welcome. Merci. Be yourself, Eden. Yes, I.